On est rendu au module 3 sur l'analyse des données en audit. Alors, on avait terminé tantôt là, en examinant les résultats par catégorie de stock en inventaire et conclure que fort probablement il y avait une surévaluation sur une partie des stocks. Alors, comme je disais tantôt, ça va être à l'auditeur, suite à ça, de déterminer les tests supplémentaires qui sont nécessaires pour déterminer l'ampleur de la surévaluation et d'exiger les correctifs à ce moment-là de la part du client. Alors, dans tous les cas, lorsqu'on utilise cette technique-là, ces techniques informatisées-là, on dit qu'il est important, comme pour le reste de notre audit, de bien documenter notre travail, d'expliquer de façon détaillée le genre de tests qui ont été effectués, le genre de données qui ont été utilisées, quelle était la population totale à partir de laquelle on a tiré où on a effectué nos tests, le nom de l'auditeur qui a fait le travail, le nom de la personne ou des personnes qui ont revisé le travail, etc., etc. Alors, ce qu'on retrouve normalement sur vos feuilles de travail standard. OK? Mais alors, ça va s'appliquer également lorsqu'on utilise ce type de technique. Dernière partie dans le chapitre 7, on vous donne d'autres exemples de façons d'utiliser l'analyse des données en audit pour faciliter le travail de l'auditeur. Alors, on vous donne des exemples concrets. Par exemple, une chose qu'on peut faire, c'est de regrouper les transactions ou les soldes en fonction de certaines caractéristiques. Alors, par exemple, on pourrait vouloir regrouper les transactions soit par devise, par montant, par client. Alors, toutes les transactions qui ont été faites avec un client ou des clients spécifiques ou un fournisseur ou des fournisseurs spécifiques. Si on veut le faire par montant, on pourrait dire toutes les transactions en haut d'un certain seuil. On va les regrouper. Alors, le but, encore une fois, c'est d'identifier rapidement des anomalies. Alors, quand on va faire ça, ce qu'on appelle du clustering là, ou du regroupement par transaction, une façon efficace d'effectuer ça, c'est en utilisant des graphiques qui vont montrer, dans le fond, la répartition des transactions sur le graphique. Alors, disons que vous avez 95% des transactions qui se retrouvent dans une portion bien spécifique de votre graphique. Alors, exemple des transactions, des paiements qui sont faits par les clients entre 30 et 45 jours. Alors, la grosse majorité se retrouve là-dedans, mais vous allez avoir quelques cas où peut-être certains vont payer un peu plus tôt, d'autres vont payer beaucoup plus tard. Alors, en le représentant comme ça sous forme graphique, vous allez pouvoir les identifier beaucoup plus facilement. Si vous faites du regroupement par client, ça serait la même chose. Alors, avec un client important, on verrait que 95% des montants qui devaient à l'entreprise ont été payés dans une période très rapprochée et vous allez avoir quelques cas extrêmes. Alors, pourquoi il y a 3-4 transactions qui sortent complètement de ces normes-là et que ça fait 120, 150, 200 jours qu'on n'a pas été payé? Alors, à ce moment-là, l'auditeur peut les identifier rapidement et peut faire des tests spécifiques, questionner la direction, puis voir s'il y a lieu, par exemple, d'ajuster la provision pour mauvaise créance pour tenir compte de ça. Une autre chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle l'appariement de bases de données en fonction de caractéristiques préétablies. Alors, un exemple concret de ça, ça serait une situation où l'auditeur déciderait de comparer une base de données, par exemple, qui contient les adresses des fournisseurs, avec une autre adresse de données qui contient l'adresse des employés. Alors, on va comparer ces deux bases de données-là, et s'il y a de l'information qui concorde, ça peut être un indice de fraude. Alors, pourquoi qu'on aurait un fournisseur qui a la même adresse que celle d'un employé de l'entreprise? Une autre chose qu'on peut faire, ça serait de comparer les comptes bancaires des fournisseurs, où on fait, normalement, l'entreprise va faire ses paiements directement dans ces comptes-là, avec les comptes bancaires des employés, où les payes, par exemple, sont déposées. Alors là aussi, s'il y a une information qui concorde, ça peut être un indice fort probable qu'il y a de la fraude qui a été commise. Alors, lorsqu'il y a des appariements comme ça, l'auditeur va devoir faire enquête. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des comparaisons ou des appariements de bases de données. Souvent, on va faire ça en utilisant des scénarios pour lesquels on ne s'attend pas de trouver
concordance. Alors, comme les exemples que je viens de mentionner. Et s'il y a concordance, là, il faut faire un suivi. L'autre chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle des analyses de régression. Alors, c'est-à-dire examiner des transactions, encore une fois, qui s'écartent de façon significative de la norme ou de la moyenne. Alors, c'est un petit peu ce qu'on parlait dans le premier exemple, des regroupements de transactions. Par contre, ici, on va faire intervenir un autre facteur dans notre analyse. Alors, un exemple de ça, ce serait de comparer, par exemple, les ventes de l'entreprise avec le nombre de personnes qui ont accédé au site web de l'entreprise. Alors, si on sait que normalement, il existe une corrélation entre ces données-là, alors, je ne sais pas, vous avez une augmentation de 15% dans les visites sur le site web, puis ça se traduit à une augmentation de 3, 4, 5% dans les ventes. C'est une corrélation qui est assez standard pour l'industrie. Puis là, que votre client, vous faites ce genre de comparaison-là. Alors, vous avez remarqué que la fréquentation du site web a augmenté de 50% dans les 6 derniers mois, mais que les ventes n'ont pas bougé. Alors ça peut être un indice qu'il y a des problèmes dans l'évaluation des transactions. Alors, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est le cas, mais ça peut être un fort indice qui va devoir être investigué par l'auditeur. L'autre technique qu'on appelle la visualisation, alors ça retouche un petit peu le premier exemple que je vous ai donné tantôt, mais c'est d'utiliser différentes façons visuelles de rapporter les résultats de nos analyses, encore une fois, pour faciliter l'interprétation des résultats. Alors, en utilisant des graphiques ou des tableaux à barres, des bar charts, alors ça peut grandement faciliter l'interprétation des données. Alors, si vous avez, par exemple, les résultats trimestriels de l'entreprise, alors qui vont montrer pour chacun des quarts c'est quoi les revenus, puis vous voyez soudainement une diminution subite des revenus. Alors, c'est le genre de choses qu'il va falloir questionner avec l'entreprise. Puis ces analyses-là ou ces techniques-là vont vous permettre de les visualiser très rapidement. Si vous avez un changement dans la répartition géographique des ventes de l'entreprise, alors, je ne sais pas, ils vendaient 40%, pas 40, mais disons 10% de leurs ventes en Asie dans les dernières années, puis là, c'est passé à 40%. Alors, on pourrait le représenter en utilisant ce qu'on appelle les pie charts, qui vont montrer la répartition des ventes. Puis ça peut être pas un indice seulement qu'il y a des problèmes, il n'y a pas de la fraude nécessairement, mais ça peut être un outil qui va vous aider à faciliter l'évaluation, par exemple, de vos provisions de mauvaise créance. Surtout si vous avez une portion des ventes qui sont faites sur des marchés plus à risque, normalement, on s'attendrait d'avoir un ajustement dans nos niveaux de provision. Okay? Alors, c'est juste un autre outil pour faciliter votre travail. Alors, le but de tout ça, encore une fois, pour l'auditeur, c'est d'identifier des anomalies, alors des choses qui sortent de l'ordinaire, puis ensuite de ça, favoriser une discussion avec la direction de l'entreprise et de là, déterminer si oui ou non il y a lieu de faire des ajustements. Alors, ça termine la matière sur l'analyse des données en audit. Alors, vous jetterez un coup d'œil aussi sur le document, comme je mentionnais au tout début, qui va être ajouté à Brightspace, alors qui va vous donner plus de détails sur ce qu'on vient de discuter. Et aussi, vous avez aussi le matériel en anglais là, sur le chapitre 7 qui est inclus sur Brightspace. Okay? Alors, ce n'est pas nécessaire de passer à travers tous les détails là, que vous avez dans l'article en anglais. Alors, ce que je vous ai mis en français, ça devrait être suffisant là, pour vous donner un bon aperçu. Mais s'il y a des notions qui ne sont pas claires, vous pouvez toujours regarder sur le document détaillé en anglais. Okay? Alors, on termine ici, puis on reprend tantôt avec le module 4 sur le prochain sujet à l'agenda.